يمكن في كتير من الحضور هلأ رجعوا لمطرح كتير بعيد، مطرح ما مكبوتة مشاعر، انفعالات، ذكريات حلوة وذكريات يمكن مش حلوة، وتذكروا صوت أمهم. أما كل شخص لعب وظيفة الأم، ريحتها، لمسها، غمرتها، غمرة نظرتها حتى، وتذكروا بهالتهويدة اشياء عبالهم يتذكروها ويمكن مش عبالهم يتذكروها. اول شيء بدي اشكر نفسانيون، بدي اشكر هبه وعلي على الهمه. دايما بقول لهم الكلمه الهمه، وعلى الافكار، على الاجتهاد، على التنظيم وعلى التنفيذ. ومش بس بهيدا المؤتمر، باصعب فتره كنتوا انتوا دايما موجودين، عم تعطوا احلى صوره بعلم النفس عن لبنان. وقت الثورة، وقت كورونا، أنا معكم كنت دايماً، وبشكركم من كل قلبي. بشكر العميدة بروفيسور شندب، عطيتي طابع استثنائي، طابع علمي استثنائي بحضورك. بشكر كل الزملاء الموجودين من لبنان ومن برات لبنان، وأكيد بشكر كل الطلاب الموجودين. Dès sa présence dans le ventre de sa mère, un bébé est exposé à des voix, à un rythme qui est celui de son cœur et à des sons qui lui parviennent de l'extérieur. À la naissance, il y a un détachement mère-bébé. D'autres moyens de médiatiser ce lien deviennent donc nécessaires. C'est ici qu'entre en jeu la créativité de la mère, notamment par les berceuses qu'elle utilise. Pourquoi les mères chantent-elles? Que devient ce chant dans la psyché du bébé? Tout d'abord, une berceuse est imprégnée de l'identité d'une culture, d'un groupe et d'une famille, contribuant à la transmission transgénérationnelle. Ces premiers timbres familiers, premières inflexions musicales rassurantes et consolantes, ces premiers accents du langage laisseront leur empreinte consommée, dévorée, fixée dans la plus archaïque des identifications primaires, comme le laisse entendre Freud dans Totem et Tabou. Le clan tue son animal totem d'une manière cruelle et le consomme cru. Les compagnons du tribut sont déguisés à la ressemblance du totem, limitent par les sons et les mouvements, comme s'ils voulaient insister sur son identité qui est aussi la leur. Freud, 1912. Par la référence au son de l'animal totémique, Freud montre l'importance du sonore dans l'imitation, l'incorporation, l'introjection et l'identification qui permettent de se reconnaître comme fils ou bien comme fille d'une tribu, d'une famille ou d'une personne. J'ai obtenu des informations sur les berceuses chantées au Liban par suite d'un questionnaire auquel ont répondu 50 personnes. J'ai remarqué que la francophonie ou l'anglophonie interviennent souvent aux côtés de la langue maternelle à un stade très précoce de la vie du bébé. Par exemple, beaucoup de parents chantent des chansons comme « Au clair de la lune »,« Fais dodo » à leurs enfants. Certains bébés ont aussi droit à des chansons en anglais telles que « Twinkle, twinkle »,« You are my sunshine ». Par ailleurs, certains parents bercent leurs enfants sur des chants religieux, alors que d'autres, amateurs de musique classique, bercent leurs enfants sur des chants religieux, sur les chansons de Fayrouz, comme Yalla Tnam, Tik 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 Yam Slayman, sont aussi un puits de berceuse pour de nombreux parents. Nous constatons donc combien ces chansons sont expressives des valeurs, traditions, langues, interculturalité et croyances religieuses d'une communauté. Le nouveau-né s'inscrit alors dans une culture et dans un langage qui le précède, comme le précise Lacan. Ensuite, bercer son enfant, c'est l'envelopper avec son corps et sa voix. La parole chantée est malléable, elle débute, se poursuit à volonté et n'est interrompue que lorsque son efficacité est confirmée auprès du bébé. En termes winnicottiens, la voix de la mère est capable d'opérer un holding pour elle comme pour l'enfant. Lorsqu'un adulte adopte une voix douce, sécurisante, lorsqu'il parle ou chante avec un débit constant, il installe, selon René Spitz, une barrière de sécurité, une bulle protectrice et rassurante qui permet à l'enfant d'éprouver une continuité d'existence. Winnicott ajoute à la description de l'expérience humaine la dimension de l'ère transitionnelle, qui existe en tant que lieu de repos pour l'individu engagé dans cette tâche humaine interminable qui consiste à maintenir à la fois séparées et reliées l'une à l'autre réalité intérieure et réalité extérieure. Winnicott, jeu et réalité. Ainsi, la voix de la mère crée cette ère de repos, cette zone d'illusion,
Cette transition dans le développement de l'enfant est primordiale dans la constitution de sa personnalité et lui permettra plus tard d'établir des relations saines et de tolérer la solitude, mais aussi de jouer et d'être créatif. Apparaissant avec les phénomènes transitionnels, la berceuse contribue donc activement au passage de la dépendance absolue à la dépendance relative. La berceuse accueille le nouveau venu et dans certaines cultures, l'accompagne vers la mort. Elle intervient aussi dans le passage de l'éveil au sommeil, durant lequel l'enfant est confronté à sa solitude. Longtemps après la fermeture des yeux et le retrait de la vie extérieure, la voix mélodieuse suit l'enfant jusqu'à la porte de l'endormissement. Ainsi, le pouvoir apaisant de la berceuse permet à l'enfant de revenir à un moment de moindre intégration et de glisser dans la rêverie et le sommeil. Par la voix se manifeste la pulsion invocante relevée par Lacan. Il dit « Ici elle existe, elle est la plus proche de l'inconscient. La musique, à l'intersection du réel et du symbolique, peut avoir un pouvoir du verbe, autrement dit, un pouvoir de signifiant agissant sur le sujet sans parler. La pulsion invocante entre en jeu alors que le sujet sort de l'état de sidération créé par la musique. Alors il danse, il chante, il invoque. Le tambour intérieur, c'est la pulsation, le rythme activé par la musique. Dans la berceuse, la pulsion invocante concerne aussi la mère. Qui la mère invoque-t-elle? Selon Charles Melman, ce chant de la mère, elle l'adresse à son bébé mis dans un certain lieu, un lieu spécifique, qui est le lieu d'où, dans l'autre, elle attend que se manifeste enfin une voix, ne serait-ce que celle qui viendrait du même coup confirmer aussi bien la légitimité du bébé que la légitimité de ce qu'elle a pu commettre en le mettant au monde. Bien avant le stade du miroir proprement dit, l'enfant se reflète dans le miroir sonore de sa mère. En introduisant le prénom de l'enfant dans la berceuse, la mère la personnalise. Yalla tnam Emily, yalla tnam Youssef, yalla tnam Inam Tariq. Elle devient éminemment intime. En effet, il est primordial que les soins donnés à l'enfant ne soient pas anonymes, ni vides d'émotions. Le bébé a une très grande sensibilité et une capacité à percevoir l'émotion, ou bien le vide, en provenance de la personne qui s'occupe de lui. Que se passe-t-il lorsqu'une perturbation a lieu du côté de l'investissement du bébé par la mère? André Green parle de la mère morte comme métaphore pour indiquer un retrait libidinal soudain de la part de la mère dont l'amour est gelé par un deuil, une dépression ou bien un événement traumatique qui occupe son espace psychique. Quelle qu'en soit la raison, ce que l'enfant vit est de l'ordre d'un vide émotionnel et d'une défaillance psychique. La mort s'installe dans la vie, l'absence s'installe dans la présence. La chanson devient alors silence. La berceuse est un de ces soins vides, autant de vestiges d'un amour passé. Observons cette voile de Van Gogh intitulée « La berceuse » At-Tehwida, qui précéda de peu son suicide en 1890. Observons ce visage de la mère, immobile, légèrement incliné, absorbé dans quelques réflexions qui y fait planer une ombre. Regardez cette main posée à peine tenant la corde du berceau, immobile, cette bouche bien close, qu'on imagine difficilement chantante, ce regard tourné vers l'intérieur, ne s'adressant à quiconque. Dans cette toile manque un élément primordial, l'enfant lui-même, le supposé destinataire de la chanson, de l'affection absente de cette mère, si absorbée en elle-même qu'elle l'éjecte hors cadre. Il est difficile de trouver une meilleure représentation de la perturbation de la berceuse, de la mère morte, qui renvoie l'enfant au néant, du manque de holding par le regard, la voix, le toucher et en fin de compte de l'angoisse d'annihilation du bébé qui se trouve menacé de disparition. Qu'en est-il des paroles des berceuses? Affectent-elles les bébés? Pourquoi sont-elles souvent agressives et même menaçantes? D'un point de vue linguistique et psycholinguistique, les bébés ne comprennent pas les mots, mais la tonalité qui dévoile l'aspect émotionnel du contenu transmis. Selon les chercheurs du laboratoire de musique de l'université d'Harvard, quelle que soit la langue dans laquelle la berceuse est chantée, les 144 bébés de l'étude manifestent des signes physiologiques de relaxation. Néanmoins, d'un point de vue psychanalytique, la signification des mots est perçue inconsciemment par l'enfant et enregistrée.
C'est ainsi que Françoise Dolto a encouragé la parole de vérité, quel que soit l'âge du bébé. Autrement dit, un discours qui s'adresse aux petits comme sujet à part entière à tout âge. Aujourd'hui, des recherches en neurosciences tendent à prouver cette compréhension précoce du bébé. Elles montrent qu'à 3 mois, il est capable de s'orienter vers l'écoute de la parole et de repérer ce qui se répète dans les phrases. Certaines berceuses ont des paroles particulièrement agressives, menaçantes et inquiétantes. C'est le cas de berceuses du monde entier, pas seulement au Liban, comme la berceuse traditionnelle française, le grand lustre cru, qui menace d'enlèvement les enfants qui ne dorment pas, ou encore de la berceuse traditionnelle chinoise qui traite les enfants de fausses poupées orphelines. De même, la berceuse de Takeda japonaise exprime le souhait de la mère de revenir dans sa maison natale de l'autre côté de la montagne. Je n'aime pas le travail comme celui... Qu'est-ce qu'elle dit? Alors, je n'aime pas le travail comme celui de garder un bébé. Je retournerai dans ma maison natale quand j'aurai des congés. Ce bébé pleure très souvent et je ne peux pas très bien dormir cette nuit. Dors mon bébé et laisse-moi dormir jusqu'à demain matin. C'est aussi le cas de berceuses arabes et libanaises les plus communes. Plusieurs ex-enfants ne les chantent plus à leurs enfants, conscients de ces paroles agressives. D'autres continuent à les chanter en y introduisant des variations imprivoisées, comme une mère qui a remplacé le mot « idbahlik » par « jublik ». En effet, les frustrations et bouleversements que traverse le parent ne sont pas sans susciter chez lui des sentiments ambivalents à l'égard du bébé, sans compter la peur d'échouer dans son rôle. Selon Jacques André, la mère hait l'enfant parce qu'il n'est pas l'enfant qu'elle avait imaginé dans ses jeux d'enfance, parce qu'il est cruel, la traite comme moins que rien, en domestique, en esclave. Elle le hait parce qu'elle doit l'aimer, lui, ses excréments et tout le reste. C'est Jacques André 2011. Les parents ont donc affaire avec une haine et une agressivité dont ils doivent épargner le fardeau à leurs enfants en les élaborant et en évitant de les présenter sous une forme brute. La relation mère-enfant serait donc à plusieurs égards une relation cruelle selon l'expression de Winnicott. La berceuse aux paroles menaçantes devient un moyen de dire sa frustration mais avec douceur, neutralisant l'impact de l'agressivité brute, remplissant le vide que crée la haine dans la relation. Ceci permet l'intégration des aspects affectueux et agressifs inhérents à l'amour. Nous ne pouvons pas prédire ce que l'enfant fait de la berceuse. Les paroles agressives pourraient l'aider à sublimer un vécu affectif difficile, mettre à distance ses peurs archaïques. Ainsi, la chanson permet de tenir le réel à l'écart par l'intervention du symbolique et de l'imaginaire. Je veux parler d'une étude de cas, Jane ou bien la berceuse comme histoire d'une relation mère-fille. Je vais vous raconter l'histoire de Jane et d'une berceuse représentant l'histoire d'un lien mère-fille perturbé. La grand-mère de Jane s'appelle Widad. Perdit son mari alors que sa mère, Nour, n'avait que 3 mois. Alors il y a Widad, il y a Nour et il y a Jane. Widad se remaria rapidement après. Alors Widad, cette femme, la Widad, n'arrivait pas à investir son lien avec Nour, sa fille. La plupart de ses investissements étant dirigés vers sa propre personne. Ainsi, elle manquait de contenance et ne put manifester un amour constant, rassurant et valorisant à l'égard de sa fille. Nour eut à son tour plusieurs enfants, dont Jane, 4e fille d'un couple qui attendait un garçon. Devenue adulte, Jane entre en analyse. Son discours s'articule autour du signifiant maître, la calme, l'enfant calme, qui surgit quand elle parle d'elle, de son identité, de son enfance. Que signifie cet adjectif dans son histoire personnelle? Jane avait droit à des berceuses, des chants religieux, mais surtout Yallatnam, chantés avec une répétition continue du refrain, Yallatnam, 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 sans variation, sans improvisation. Nour voulait à tout prix endormir sa fille, sans prendre le temps de créer un espace de rêverie transitionnel où l'enfant pourrait se loger. La haniyé de cette dernière provenait du fait qu'elle ne recevait pas de réponse adéquate de la part de l'autre maternelle.
Quand elle évoque ce lien précoce, Jane parle de mur blanc. كانت بعلاقة جين مع الحيط الأبيض. يعني السقف هي ونايمة لأنه ما حدا عم بيجي لعندها. Celui qui absorbait son regard lorsqu'elle était allongée dans son berceau. Son interlocuteur privilégié par manque de visage, de chaleur et de sourire. Nour était absorbée, toujours absorbée par ses responsabilités de mère de famille. Par sa berceuse, c'est sa fatigue, son impatience, sa hâte qu'elle transmettait à sa fille. La chanson était imprégnée des souffrances maternelles, de son épuisement, mais aussi de ses diverses somatisations. Si Nour prenait son enfant dans ses bras, c'est pour se consoler elle-même, tout en cherchant à prouver la validité de son statut de bonne mère. Ainsi, les éléments dépressifs s'interposaient dans le lien. La relation perturbée avec ses objets internes empêchait la mère de porter pleinement son regard vers sa fille, ce qui la rendait psychiquement absente. Ce fut ensuite au tour de Jane de manifester son malaise par la voie psychosomatique. Elle souffrait d'asthme et frôla la mort. La berceuse l'accompagna et son souvenir resta lié à la survie, au risque et au froid relationnel. Devenue mère à son tour, Jane souffrit de baby blues et chanta aussi à ses enfants « Yalla tnam », comme sa mère le faisait. Dans sa chanson, c'est un désir de mort qui passait, tourmentée, qu'elle était par des affects agressifs et persécuteurs. Le choix de cette berceuse, transmise par la mère, ne répond-il pas à un besoin inconscient de Jane de rejouer ce qui n'a pas pu se faire dans sa première enfance? N'essaie-t-elle pas de neutraliser son agression par la douceur de la mélodie chantée? Les enfants de Jane n'étaient pas l'haniye. Le garçon avait des problèmes de sommeil graves, des somnambulismes, des cauchemars, comme s'il se révoltait contre le sens de soumission que porte ce signifiant. C'est la révolte que Jane aurait voulu faire. À défaut d'avoir pu être dépositaire de l'amour et de la tendresse de sa mère, Nour ne sut investir sa propre fille. Quelque chose de mort entra au sein de la relation qui devenait angoissante pour l'enfant, ce qui se manifesta par la voie psychosomatique. Le symbolique échouait, laissant l'enfant face au réel, puisque la mère se parle au lieu de parler et avec l'enfant. Jane, sa mère et sa grand-mère furent toutes trois tourmentées par leur vécu psychique à un point qui entravait le lien avec leur enfant. Cependant, parallèlement à cette souffrance, s'est aussi transmis le désir pour la relation, pour la parole subjective, pour la révolte contre la soumission silencieuse à la souffrance du lien. Parlons un peu du setting analytique. Dans le dispositif analytique, c'est la parole et sa pulsionalité qui est mise en avant. Ce primat de l'oralité ramène l'analysant à ses premiers jours où les échanges se faisaient autour de la voix et de l'écoute. L'oreille mange encore plus que les yeux, dit André Green en 2005. C'est donc, selon Kahn en 2012, une réhabilitation ontologique du sensible qui participe de la reviviscence en acte de l'infantile. C'est tout le sens de la métapsychologie de l'écoute dans laquelle Freud, n'oubliant jamais les berceuses de sa propre enfance, nous invita à nous engager. Il s'agit non pas d'une écoute experte, parcourant le contenu pour y relever les lieux communs du sens, mais d'une écoute marquée, selon Paul Valéry, d'une hésitation prolongée entre le son et le sens, pour parler en des termes poétiques. Concluons avec ces paroles de Françoise Dolto. Seuls les quelques individus qui, dans leur histoire, arrivent à ne pas laisser en eux mourir l'enfant, réussissent à créer quelque chose et à faire avancer les choses. Par exemple, ce sont les peintres, les poètes, les compositeurs, les acrobates, les danseurs. C'est en fonction du lien unique entre la mère et l'enfant qu'une berceuse peut être comprise, puisqu'elle se particularise, se colore des affects qui traversent la relation et des fantasmes qui y circulent. Ce qui est sûr, c'est que, même si dans certains cas, les berceuses s'effacent de la conscience, elles restent dans l'inconscient et accompagnent la personne tout au long de sa vie, même quand la mémoire trahit au plus haut point. Chez les patients atteints d'Alzheimer, la berceuse reste dans beaucoup de cas. Elle aide le sujet à retrouver un monde interne lié à son enfance. Tout compte fait, elle appelle l'essence et résonne légèrement, doucement,
simplement portant en elle les couleurs de l'enfance. Je vous remercie.